je tiens à souhaiter la bienvenue à à tous les participants qui nous suivent. Et je tiens aussi à remercier Mehdi Meurger pour avoir bien voulu animer cette session aujourd'hui. Alors, pour la présentation, je crains parce qu'il n'est pas très visible, ce que j'avais reçu de Sidris. Je n'ai pas reçu la présentation très détaillée. Moi, j'ai cherché sur votre profil sur LinkedIn. Je vois que là, c'est un parcours long et large dans le domaine informatique. Bien entendu, avant l'informatique, il y avait une vie avant l'informatique, puis non une vie antérieure. Et ce qui Oui, saute aux yeux, c'est que vous vous y trouvez dans l'informatique, avoir développé votre activité pendant un service à travers l'informatique, sûreté et sécurité. Aussi, quelque chose qui est très intéressant, qui a sauté aux yeux, c'est vous avez choisi, vous avez adopté le Maroc à partir de 1991. oui. Écoutez, certainement, la présentation que je suis en train de faire, elle est très réduite. Ce qui veut dire que je vais vous donner la main pour peut-être ajouter les éléments que vous souhaitez partager avec nous et avec notre audience aujourd'hui, euh, avant de démarrer le sujet qui sera l'objet de séminaire d'aujourd'hui. Donc, sans trop tarder, je vous donne le micro, Mehdi. OK. Donc, je lance la présentation. Donc, je compléterai un tout petit peu votre présentation tout à l'heure euh, avec une présentation vraiment orientée métier, synthèse métier. Et là, je me suis très mal lancé puisque je n'ai pas démarré au début, c'est malin. Je recommence à la case départ. Voilà, diaporama. Il est apparu très rapidement après les débuts de la pandémie et du confinement. Dès le début du mois de mars, on commençait à s'apercevoir que des entreprises avaient ouvert ou étaient restées ouvertes et refermées. Ça m'a donné des raisons de chercher. Donc, vous allez trouver 3 chapitres essentiels. Le recueil des données critiques, quels sont les textes de référence, quels sont les termes récurrents, qu'est-ce que le Covid-19, ces éléments, cet état des lieux fait, une analyse des éléments significatifs en termes de sûreté, de sécurité, que disent les référentiels sûreté. Mon opinion sera soutenue par des avis d'experts européens jusqu'au but qui est de concevoir la sûreté. Parce que le Excusez-moi de but, vous interrompre, Mehdi, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous partagez quelque chose ou pas? oui, je partage même, à tous les coups, je partage mal. C'est Non, à ce encore de ma stade-là, faute. là, on n'arrive pas, c'est pas partagé ici, c'est pas partagé sur Zoom. Bon, je partageais l'écran. C'est de ma faute. Encore une fois. OK. Maintenant, ça vient. Oui, Génial. Alors voilà, si vous pouvez passer en mode plein écran, ce serait mieux. voilà. Avec toutes mes excuses à tout le monde. Excellent, Le super. plan Merci. de cet exposé repose sur 3 points fondamentaux. Recueillir les données critiques concernant les entreprises qui ont systématiquement rechuté et sont devenues trop fréquemment des clusters de contamination. Donc, quel texte de référence, les termes récurrents, qu'est-ce que le Covid-19 ? Ben, c'est un intrus malveillant. Ensuite, analyser les éléments recueillis en termes de sûreté, de sécurité. Se tourner vers les référentiels pour chercher des bases de travail. Appuyer nos recherches par des avis de 2 experts européens. Et ensuite, rentrer effectivement dans les possibilités techniques, fonctionnelles et techniques, de réduire le risque de Covid-19 en entreprise. Au passage, je vous remercie d'éviter de faire des copies. Si vous en faites, qu'elles restent à titre strictement personnel.
beaucoup des éléments qui vous seront présentés ont fait l'objet d'un dépôt légal. Le recueil de données. Covid-19 et cluster en entreprise, on peut réduire le risque. Après 3-4 mois de confinement, l'entreprise a aujourd'hui largement de quoi être préoccupée. Perte de chiffre d'affaires, cumul de charges acquises pendant le confinement qu'il va falloir payer, marché futur diminué, modifié, perdu, rentabilité à reconstruire, collaborateurs à rassurer et, cerise sur le gâteau, appliquer les règles ministérielles. Quelles règles ministérielles? Je me suis basé sur le protocole pour la gestion du risque de contamination Covid-19 dans l'entreprise. Ce protocole est rédigé sur une vingtaine de pages en 5 chapitres fondamentaux. Mais le problème, après quelques mois, c'est qu'on s'aperçoit que ce protocole n'a pas empêché de voir renaître des foyers de contamination dans plusieurs unités industrielles. J'ai l'impression, voilà. Safi, 203 contaminés, tous en milieu professionnel. Important, 98% des contaminés sont asymptomatiques. Les médias n'ont pas cessé de citer des cas d'entreprises fermées. On peut se dire des entreprises avec un côté un peu artisanal, familial, peut-être n'ont-ils pas respecté là, peut-être n'ont-ils pas respecté correctement les contraintes. Renault Tanger, un modèle d'organisation, 90 cas d'infection la Covid-19. Le non-respect partiel des consignes ministérielles n'explique pas tout. Il faut aller apprendre les leçons sur le terrain. Renault, entreprise que je connais à Tanger, un modèle d'organisation, hygiène et sécurité. Safi, je ne connais pas, mais le chiffre de 98% asymptomatique m'a frappé. Et il y en a toute une collection au dernier pointage. Depuis le 14 juillet jusqu'au 3-4 août, 350 entreprises ont été fermées, au moins partiellement. Ensuite réouvertes. Le virus s'est introduit dans les entreprises malgré les précautions prises. Exactement comme un malveillant, l'intrus Covid a accédé dans l'entreprise. Et une fois dedans, il a contaminé. Donc les mesures nécessaires prises n'ont pas été suffisantes. Je suis un jeune homme de 20 ans qui a 52 ans d'expérience. La vie m'a appris que quand un processus n'a pas fonctionné correctement, il faut le reprendre au départ. Que nous dit le point de départ? Mais le point de départ, c'est 5 chapitres. Déjà, en première approche, les points 3, 4 et 5 relèvent d'instructions hygiène et sécurité très claires. On les laisse de côté. On se concentre sur les points 1 et 2. En 1, synthèse de l'évaluation du risque de contamination. Évaluation du risque de contamination. De quand date la dernière étude de risque de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une étude de risque contre la malveillance? Est-ce qu'à la suite de cette étude de risque, de nouvelles modalités d'organisation, sûreté, contamination ont été prises?
de toute évidence, il y a des manques. Alors, nous sommes rentrés dans le texte du protocole, relever un certain nombre de points. Qu'est-ce qu'il apparaît très rapidement? Évaluer le risque client, sous-traitant, visiteur, usager, etc. C'est un problème de flux de catégories de personnes. Éviter l'échange de documents, c'est un flux de matière. Interdire l'accès à toute personne non autorisée, ça c'est clair et net, c'est une appréciation du zoning. Réorganiser les flux de matière, personne, encore de la gestion de flux. Mettre en place des barrières physiques pour isoler l'agent. Si l'on prend l'exemple d'une salle de contrôle technique d'une grande cimenterie, on s'aperçoit que dans cette salle, il y a 6 ou 7 techniciens supérieurs et ingénieurs connaissant à fond leur boulot. Si ces gens-là se retrouvent à 30 ou 40% contaminés, ça peut arrêter l'entreprise parce qu'ils ne seront pas remplacés rapidement et facilement. Donc, il faut les isoler du risque physique. En termes de zoning, c'est très précis. Il faut limiter l'accueil des visiteurs, on est d'accord, c'est encore de la gestion de flux. En clair, le texte ministériel a bien pensé, mais peut-être pas assez fort, à parler de sûreté, puisque tous les points extraits du protocole sont en même temps du domaine de l'hygiène et sécurité et en même temps du domaine de la sûreté. Donc, il semblerait qu'il faille s'intéresser aux vecteurs de Covid-19 dans la malveillance. Dans une entreprise, Covid-19 cause des dégâts humains, organisationnels et financiers de la même manière qu'une malveillance volontaire. Il y a bien convergence des deux domaines, sécurité et sûreté. Les deux domaines sont concernés. Le principal vecteur de Covid-19 est humain, sous deux aspects. Contamination par un malade fiévreux, il devrait être détecté au test de température à l'entrée. Et quand on est un petit peu du métier, on s'aperçoit que certaines caméras thermiques ont été vendues et installées sans corps noir, ce qui est anormal. Et là, on est pur et dur dans une technique de sûreté. Une contamination peut se faire par une personne asymptomatique. Si elle est asymptomatique, la contamination est quand même possible. La notification par Wikina n'est valable que si l'autre est testé positif et si l'application est activée. Donc, on sent quand même que le virus porté par l'homme peut passer à travers. Le vecteur secondaire est matériel. À l'extérieur de l'entreprise, un malade ou un asymptomatique peut infecter par contact un produit matériel, matière à transformer, qui entrera dans l'entreprise. J'ai bien des gestions de flux de personnes et de matières. Pour contrôler ces deux vecteurs, il faut contrôler tous les flux possibles, pas uniquement les flux hygiène et sécurité. Les flux de contamination, flux de personnes, un contaminé et contagieux asymptomatique ne sera pas détecté en l'état aujourd'hui. Un malveillant fiévreux ou asymptomatique s'introduisant dans l'entreprise par une faille de sûreté ne sera pas détecté à l'entrée. Certains diront que c'est strictement exceptionnel, rare. Ça fait plus de 20 ans que je visite des entreprises au Maroc. Je peux dire que c'est pas exceptionnel, c'est fréquent. Le nombre d'entreprises où l'on peut rentrer facilement est impressionnant. Un contaminé fiévreux sous Doliprane peut très bien ne pas afficher de température supérieure à 37 degrés. Et ils peuvent tous manipuler des matières et contaminer.
un contaminé est contagieux, asymptomatique ou non, peut manipuler des matières en interne. Il peut les manipuler en externe et les matières peuvent avoir été contaminées à l'extérieur et pénétrer l'entreprise. Il est évident qu'il est nécessaire de contrôler les flux entrants des deux types de vecteurs de contamination connus. Maintenant que nous avons posé ces données, il convient d'analyser les risques. Maîtriser la contamination Covid-19, il y a une partie du problème qui est, et c'est tout à fait exact, un problème de rigueur, hygiène et sécurité. Seulement, l'histoire prouve que cela n'a pas suffi. Il semble bien que la sûreté aussi soit concernée. Des années d'expérience nous ont appris que la protection contre la malveillance est un problème de gestion de la sûreté. Là, j'ai un voleur qui sort avec de la marchandise. À l'intérieur, il a touché des matières, il a touché des outils, il a touché des équipements. Le vecteur principal étant l'homme, la protection de l'intrusion de Covid-19, que ce soit par imprudence ou malveillance, se fera bien mieux en combinant la sécurité, hygiène et sécurité et la sûreté malveillance. Que nous a appris l'expérience acquise? Quand on parle de sécurité ou de sûreté dans une entreprise que je rencontre depuis maintenant 29 ans au Maroc, c'est très simple. En entreprise, 9 collaborateurs sur 10 ne savent pas faire la différence entre ces deux termes. Il faut donc s'arrêter et prendre le temps de les définir clairement. J'ai dit diapo suivante. Voilà. Je parle de sécurité, de sûreté à quel titre? De 1965 à 1991, une vie de technicien et ingénieur en France. Électricité électronique niveau BTS, des années de spécialisation en électronique, un passage dans l'audiovisuel, prise de son, photo, tournage vidéo. En 1978, je touchais mes premières caméras vidéo. Des années d'informatique, et puis un jour, le Maroc. Et je ne suis jamais reparti. Le Maroc, de par mon passé électronique, très vite, j'ai abouti en contrôle d'accès matériel Benzing, créé HQ Maroc, gestion des temps, contrôle d'accès, 80 sites installés. En 2006, j'ai évolué beaucoup plus dans la fonction bureau d'études que je pratique maintenant, que nous sommes en 2020, avec une moyenne de 150 jours chaque année d'expertise sûreté sécurité. Voilà à quel titre je parle. La sécurité est un ensemble de problèmes de sécurité, santé, hygiène, dont on connaît très bien les symboles dans les entreprises. La sûreté, apparemment, est complètement différente. C'est la malveillance à l'égard des biens et des personnes. Mais la malveillance, elle peut très bien commencer par ce câblage bâclé d'un poste de soudure à l'arc hyper puissant, comme il faisait sauter le disjoncteur. L'électricien ne s'est pas cassé la tête, hein. Il a raccordé son poste avant le disjoncteur. Ça, c'est une malveillance par négligence professionnelle grave. 6 millions de dégâts, 1 million de dirhams de pertes mensuelles. Alors, devant cette conviction que incendie et sûreté vont très bien ensemble et doivent être considérés ensemble, je me tourne vers des experts européens. Monsieur Baudemont, expert incendie auprès d'une cour d'appel,
Voilà les statistiques établies sur quelques années. Les incendies sont à 88% volontaires dans les parkings souterrains, à 22% dans les hôtels. Si on fait la moyenne, globalement, à partir du moment où on a un dégât du feu, il faut se poser la question, quelle est la malveillance qui a pu se produire derrière? Si la sûreté n'est pas respectée, le risque incendie augmente sérieusement. Les lacunes de sûreté impactent la sécurité. Nous considérons, nous, aujourd'hui, sécurité et sûreté indissociablement liées. La sécurité, protection globale, accès étranger, identification des accédants, sécurité et sous-traitants, zoning. On est bien dans le domaine de la sécurité. En face, j'ai la sûreté. Et la sûreté, tout le monde sait que c'est périmétrie, détection d'intrusion, vidéosurveillance, contrôle d'accès, contrôle des véhicules, gestion des flux d'accédants. La périmétrie, si elle est bien faite, c'est la protection globale qui est meilleure. L'accès étranger est beaucoup mieux géré. La détection d'intrusion, protection globale. La vidéosurveillance permet d'identifier valablement les accédants. On constate que tous les outils de sûreté ont un impact sur la sécurité. Les flux d'accédants entraînent un zoning. Le contrôle d'accès va directement affecter le zoning. Les flux d'accédants, sécurité et sous-traitant. Je ne laisse pas rentrer un sous-traitant sans avoir ouvert son coffre et vérifier qu'il ne fait pas rentrer un matériel de type feu. La vidéosurveillance est un outil très précieux pour gérer un zoning. Si par-dessus tout, mes risques, sûreté et sécurité sont affectés par un virus dont on ne sait pas à quel niveau il se place exactement, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas identifier, on sait simplement quand il a fait des dégâts, et pas toujours, voire les asymptomatiques. Si la sûreté n'est pas respectée, le risque HSE augmente sérieusement. Ça, pour nous, c'est une vérité aujourd'hui. Alors, on va chercher que nous disent les référentiels. Tout le monde sait qu'au CNPP, on trouve énormément de référentiels sécurité. En 2018, on a fait une recherche simple sur le site du CNPP. Référentiel CNPP en sécurité, on en trouve 48 tout de suite, sans chercher beaucoup. Une vraie chute d'eau. 48 bouquins d'une centaine de pages, ça fait de quoi s'occuper. La sécurité est normée. Même recherche en sûreté, 6 textes, dont un ne parle que de management et pas de sûreté. Les chutes d'eau et l'oasis, à peine. Et quand on creuse un tout petit peu les référentiels sûreté, on s'aperçoit que c'est en majorité des règles d'installation. De quels outils dispose-t-on en sûreté pour concevoir? Eh bien, nous allons aller voir un avis de professionnel. Je repartage mon écran. Voilà. Oui, ben ça, j'ai fait la bêtise, j'ai gagné. Je reviens sur mon partage. Voilà. Je me mets en diaporama. Bon, excusez-moi, c'est moi qui cafouille un peu avec Zoom.
changer. Diaporama, voilà. Qu'en disent les professionnels? Là, je vais encore cafouiller. Ne m'en veuillez pas trop. Nouveau partage. Voilà. Et là, il faut vous rendre le son. Les entreprises ne savent pas faire la différence entre la sécurité et la sûreté. Très bien. La sécurité va concerner tout ce qui concerne les risques accidentels ou de nature catastrophe naturelle. Par exemple, dans toutes les entreprises, nous allons trouver des extincteurs, des plans d'évacuation, des moyens de détection incendie pour lutter contre un risque qui est très clair et qui fait partie du domaine de la sécurité, l'incendie. Dans le domaine de la sûreté, on est vraiment sur une autre thématique. C'est tout ce qui va concerner les intentions de nuire aux biens, aux personnes ou à l'image d'une entreprise. Donc on est vraiment sur deux domaines complètement différents. Si je prends l'exemple de la sécurité, nous sommes dans un domaine qui est normé, donc qui fait face à des réglementations. Dans le domaine de la sûreté, aujourd'hui, il n'existe aucune norme qui demande aux entreprises de se protéger contre les actes de malveillance. Dans la sûreté, aujourd'hui, il n'existe aucune norme qui demande aux entreprises de se protéger contre les actes de malveillance. Alors, si on regarde l'histoire de la gestion des risques en France, il a fallu plus de 30 ans pour normaliser la sécurité. Il a fallu attendre des grands événements pour sortir des réglementations, des plans, des procédures et des normes très claires. Aujourd'hui, en termes de sûreté, les normes n'existent pas. Et je pense que, vu le contexte actuel, on ne peut pas attendre 30 ans pour avoir des règles claires, des normes claires pour que les entreprises et tout établissement puissent se protéger contre les actes de malveillance. Il est important qu'aujourd'hui, tout le monde sache ce qu'est la sûreté pour que les plans, les procédures, les consignes qui sont données et ce qu'on demande aux collaborateurs comme à tous les citoyens soient respectés dans le but d'assurer la protection d'eux-mêmes, mais aussi également des autres personnes. Voilà. Donc, effectivement, on se retrouve parfois peu nombreux, mais un certain nombre d'experts qui estiment qu'il n'y a pas de normes de sûreté qui nous conviennent suffisamment pour concevoir la sûreté. Alors, j'ai relu entièrement une norme de 80 pages qui aujourd'hui est remplacée par un texte plus récent, mais ce texte-là est quand même bon. On observe tout de suite que sur une quinzaine de lignes, il n'y a que 2 mots qui parlent de conception. Par contre, planifier, installer, mettre en service, entretenir, essayer, tout ça, ça y est. Et la norme NF 50132 et sa suivante sont excellentes en termes de sûreté. Mais elles ne parlent que peu, très peu de la conception. La vraie difficulté, c'est de concevoir la mise en sûreté. Presque 29 années passées sur le terrain, nous avons fini par élaborer notre propre méthodologie pour concevoir la mise en sûreté. Nous avons fait nos propres outils. Régulièrement, nous les partageons avec des professionnels qui sont tout surpris de s'apercevoir que ça marche beaucoup mieux. Donc, nous savons maintenant que nous sommes en face d'un problème qu'on a un peu trop approché en termes d'hygiène et sécurité, dans lequel le volet sûreté n'est pas assez développé. Donc, les entreprises se nettoient, s'équipent de sécurité, rouvrent, et quelques semaines après, un nombre important est réinfecté. Et elles ferment. La fermeture d'une entreprise, c'est horriblement coûteux. Question de méthodologie. En sûreté, on commence toujours par un audit, étude de risque, analyse, recommandation.
Il convient ensuite de discuter les résultats et le rapport avec le client, pour ensuite conduire le projet. On s'aperçoit que le texte ministériel ne l'exprimait pas de cette manière, mais il contenait les éléments qui permettaient de conclure qu'il faudrait le faire. Nous avons petit à petit, au fil des années, élaboré un texte, méthodologie de mise en sûreté d'établissement, qui a fait l'objet d'un dépôt légal, d'où notre demande d'éviter les copies. Les solutions pour sécuriser une entreprise en matière de sécurité, appliquer les règles ministérielles, c'est clair. Maintenant, l'histoire prouve qu'il faudra envisager des tests réguliers. On y reviendra. En sûreté, ça fait 29 ans que je fais de la sûreté au Maroc. On m'a toujours répondu, mais le Maroc est un pays tranquille, allons monsieur, on ne va pas mettre des tourniquets, on n'est pas Bancal Maghreb. Depuis 15 années spécialisé en études, je constate les insuffisances dans les entreprises visitées. Clôture mal entretenue. Les gens rentrent en passant au travers ou au-dessus des clôtures. Gardiennage convivial, très souple. Contrôle d'accès faible ou perméable. Vidéosurveillance sous-dimensionnée ou mal adaptée. Détection d'intrusion générant des fausses alarmes. Quand on pose les questions aux agents de sécurité installés au poste de contrôle et de sécurité, ils finissent par dire oui, non, mais on n'a que des fausses alarmes. On débranche, hein, surtout la nuit. Hein. Le résultat, c'est que globalement, à ce jour, une majorité des entreprises visitées sont perméables à l'intrusion. Oui, mais le Covid-19 est un intrus, qu'il soit véhiculé par un malveillant, un asymptomatique ou un matériel. Il faut l'empêcher d'entrer. Ce n'est pas le tout de nettoyer et d'empêcher les malades fiévreux d'entrer, il faut empêcher le virus d'entrer. Les possibilités d'intrusion de Covid par la sûreté. Un malade fiévreux, il peut échapper à l'accueil en passant par une autre porte. Il peut tromper. Si, j'ai vu des sites où il a fallu plus de 2 ans pour convaincre le secrétaire général, c'était un ministère, qu'il fallait absolument souder cette porte à l'arc parce que beaucoup de gens passaient par là et ne passaient plus par les circuits d'entrée normaux. Un malade fiévreux peut tromper le test de température. Si le test de température est une caméra thermique de bas de gamme installée sans corps noir, le test de température ne veut plus rien dire de fiable. Ça peut être un voleur accédant la nuit. Nous avons des clients qui ont fait faire des études de risque parce qu'ils se faisaient voler des câbles. Bien choisi, un câble volé peut être catastrophique hein, dans une industrie. Un voleur qui vole le câble de neutre, le câble force, gros comme le poignet, hein, dans une installation triphasée d'industrie lourde, ce n'est plus du 220 qui va alimenter les phases. Les équipements vont se retrouver avec une alimentation bizarre, 270-280 volts, ils peuvent très bien cramer. Le malade fiévreux peut être un sous-traitant accédant directement aux ateliers par habitude. L'asymptomatique, il passera tranquillement devant le test de température. Le visiteur extérieur, fournisseur, sous-traitant, il peut très bien être asymptomatique. Le voleur accédant de nuit ou manipulant, même chose. Et la contamination secondaire par un matériel, tous les matériels entrants doivent être désinfectés ou manipulés avec des précautions sérieuses. J'ai entendu parler d'une usine de conditionnement de crevettes où les employés avaient été infectés par les crevettes.
la phrase que nous n'allons pas aimer. Mais pourtant, je pense qu'elle est réelle. Après Covid-19, plus rien ne sera comme avant. On n'a pas très envie de prendre conscience de ça. Les données actuelles, au 7 juillet, montrent clairement que la crise sanitaire mondiale va durer et certains assimilent ses effets économiques à la crise de 1929. Je n'étais pas né en 1929, mais la crise de 29 a fait des dégâts énormes sur un plan économique et social. Nous devons nous attendre à des retombées économiques et sociales. Quels sont nos moyens d'empêcher l'intrusion de Covid-19, en plus des moyens d'hygiène et sécurité? Ces moyens, on les connaît. On sait qu'on a une échelle de risque qui pilote l'étude de risque générale, qui entraîne des équipements en fonction du niveau de risque que l'on veut gérer. Tout le monde ne veut pas se protéger contre le terrorisme. Par contre, contre les dégradations, le vandalisme qui peuvent conduire à l'incendie volontaire, les incivilités, oui, il y a des niveaux de protection en fonction des entreprises. La biométrie, ce n'est pas tellement d'actualité avec le Covid-19. Les détecteurs, ça existe. Les couloirs rapides, un peu mieux que les tourniquets. La vidéosurveillance, ces moyens, on les connaît. Mais, il y a un intrus supplémentaire, il y a un risque supplémentaire. Un mendiant rentrant pour chaparder peut très bien être porteur du virus, tout autant que le saboteur qui vient saboter l'entreprise, tout autant que le voleur. On a donc une source de complications non négligeable qui est le Covid. Mais les équipements de sûreté actuels de l'entreprise, ils ont été conçus avant Covid-19. Le niveau de sûreté qu'ils offrent est-il suffisant pour effectivement empêcher la pénétration d'intrus avec le virus, d'employés passants, d'employés connus, mais passant par un autre chemin, asymptomatiques ou voire fiévreux? Est-ce que tous ces chemins, tous ces flux de personnes ont été correctement repérés? Est-ce que le niveau de sûreté est-il tel qu'un intrus malveillant porteur du virus n'a au mieux qu'une seule chance sur 100 de pénétrer dans l'entreprise sans être repéré et intercepté? Je connais une entreprise où les habitants d'Édouard, pas très loin, vont gentiment le soir se doucher dans les douches des ouvriers. Et tous les gardiens le savent. Cette entreprise laisse rentrer des gens sans aucun contrôle. Ce n'est pas normal. C'est un problème simple de clôture et de niveau de sûreté. N'oublions pas que nous avons un virus qui attaque méchamment les entreprises. Une entreprise qui ferme parce qu'elle s'est trouvée 200 contaminés et qu'elle va perdre 1 mois de production pour se remettre aux normes, ça coûte très cher. L'étude des risques sûreté. 1. Dresser un inventaire des risques nécessitera une recherche avec une vision à 360 degrés. La différence fondamentale entre la sécurité parfaitement normée et la sûreté en l'absence de normes, c'est qu'un audit de sécurité va prendre les référentiels normatifs et va vérifier conforme ou pas conforme. Un audit de sûreté ne dispose pas de référentiel lui permettant de faire ce travail. Il va donc devoir le faire lui-même. Je le fais depuis 2006. C'est une méthodologie qui nous est propre.
visite du périmètre extérieur, relire les mains courantes, consulter les agents de sécurité, les anciens, aller chercher l'information, collationner les observations avec les responsables clients, émettre un rapport de risque et le discuter avec la direction. Si ça n'est pas fait, il y aura encore des gens du Douar qui vont aller prendre leur douche ou des voleurs qui vont rentrer, voler le câble de neutre et qui vont distribuer le virus. Je rappelle le dépôt légal et l'ISBN. Merci de ne pas faire de copie. La méthodologie, les gens qui connaissent notre métier disent la sûreté, c'est un problème d'expérience, de logique et de bon sens. Auditer pour situer les risques acceptables ou non acceptables, intolérables, devant être corrigés ou à prévoir de corriger un jour. C'est toute une étude pour aboutir à des recommandations, à discuter avec le client. Et il est important dans le cas du Covid-19, il est essentiel que l'équipe Covid-19 de l'entreprise collabore non-stop à cet audit. Pourquoi? Parce qu'elle va premièrement se former à un domaine qu'elle ne connaît pas forcément bien, au moins se perfectionner. Le travail ayant été fait en commun, cela permettra à l'équipe Covid-19 de beaucoup mieux gérer d'une manière beaucoup moins coûteuse la conduite de projet, de la logique et du bon sens. Notre proposition sûreté est simple. Procéder à un audit sûreté, sécurité Covid-19 par un expert sûreté praticien pour tout site de 50, 100 à 500 000 employés, un site, je parle. Pas une entreprise de 1000 employés sur 10 sites. Par site, je raisonne, 5 jours après confirmation éventuellement, avec la participation de l'équipe Covid-19 du site, donneront un rapport d'audit documenté. Ceux qui auront la curiosité d'aller sur les articles que nous publions régulièrement sur LinkedIn verront l'essentiel de nos méthodes. Le coût, il est inférieur ou équivalent à une caméra thermique professionnelle correctement installée. Je dis bien correctement installée, c'est-à-dire avec un corps noir. Quand on sait qu'un corps noir de caméra thermique coûte 3 000 €, des caméras thermiques vendues à 30 000 dirhams sans corps noir, c'est une anomalie sérieuse. Voilà notre proposition. Le gain pour l'entreprise et ses collaborateurs. Avoir identifié les failles du système de sûreté actuel, identifier les risques de pénétration de collaborateurs ou malveillants, asymptomatiques ou fiévreux. Avoir vérifié la validité du test de température, il y en a pas mal qui sont pas fiables. Avoir identifié les circuits d'entrée de marchandises. Maîtriser les intrusions de malveillants extérieurs peut être contagieux. Maîtriser les risques d'intrusion de malveillants extérieurs contagieux. Déjà ça justifie le travail. Mais former l'équipe interne Covid-19 à la maîtrise des risques sûreté, c'est un gain à long terme qui va bien plus loin qu'un audit. Et nous conseillons de prévoir une mise à niveau sûreté générale qui risque d'être nécessaire en face d'un accroissement possible de la malveillance. Mais le gros intérêt, si le travail est bien fait, bien déroulé, c'est d'éviter ça.
514 décisions de fermeture d'unités industrielles et commerciales ont frappé 34 provinces depuis le 14 juillet 2020. Je n'ai plus la date exacte, ça doit être du côté du 4 ou 5 août que j'ai récupéré ces données. Voilà le site, le lien pour la référence. Un article de tel quel. Voilà la référence. Voilà. Il est possible de sérieusement perfectionner la résilience des entreprises à l'infection par Covid-19 en le regardant comme un intrus, tout domaine confondu. Je vous remercie de votre attention. Merci Mehdi, merci beaucoup pour la présentation. Là, je vois, il y a il y a un commentaire sur Zoom. Il y avait, certainement vous le voyez, il y a M. Ahmed Loukli qui disait domaine portuaire et maritime, il y a le code ISPS. Exact. Voilà. Le code ISPS nécessite un auditeur maîtrisant le code ISPS. Excellent. Tout à fait d'accord. Excellent. Écoutez, je vais ouvrir les micros pour les participants s'ils souhaitent enrichir la discussion avec leurs commentaires, leurs questions, le qu'ils ont vécu, peut-être. Alors, voilà, donc je vais ouvrir les micros pour les personnes qui souhaitent intervenir. Si vous le plaît, alors, les personnes qui souhaitent intervenir, tout simplement qu'ils le mentionnent en levant comment dirais-je, en demandant la parole, hein, tout simplement demandant la parole en appuyant sur lever la main. Voilà. Je vais en même temps voir sur Facebook si on a des réactions par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Sur Facebook, je vois beaucoup d'interactions par rapport à ce qui a été présenté. De toute façon, de mon côté, moi, je retiens qu'il y a deux volets, deux piliers, sécurité, sûreté. Sécurité, au moment où la sécurité elle est bien normée, il y a un certain nombre de process, de normes qui identifient l'activité, qui la réglemente, la régit. Alors, au moment de la sûreté, il n'y en a pas beaucoup, même en France, ni au Maroc, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est l'intention de malveillance au niveau de la sûreté. C'est très clair. La sûreté, on peut utiliser deux images différentes. Si l'on considère l'espace de l'entreprise, ce qui se passe à l'intérieur peut être vu comme un problème de sécurité. Et ce qui vient de l'extérieur est un problème de sûreté. Ça, c'est une première approche, elle n'est pas mauvaise. Ensuite, il y a le fait de la malveillance qui est beaucoup plus intéressant. Je reviens à ce poste de soudure à l'arc branché en sauvage en tête du disjoncteur, de manière à n'être géré que par un pouvoir de coupure de 100 ampères, au lieu d'être embêté par un pouvoir de coupure de 30 ampères, sur un poste de soudure industriel puissant. Derrière l'imprudence technique évidente, il peut y avoir, on peut la regarder comme un risque de malveillance. Combien de dégâts sont arrivés dans les entreprises par un employé insatisfait, mécontent, sabotant son travail d'une manière à moitié intentionnelle, mais il y a quelque chose. Et plus on grimpe dans l'échelle de la malveillance, l'incivilité,
c'est de la malveillance à l'égard des personnes, c'est de taguer les murs, c'est de saloper l'environnement. Et on grimpe encore d'un cran, ça devient du chapardage. Et on grimpe encore d'un cran, ça devient du vol. Et plus on grimpe, plus on arrive en fait à 3 familles de malveillance. La malveillance occasionnelle, toujours plus ou moins intentionnelle, mais bon, comme on dit en français, c'est l'occasion qui fait le larron. Au-dessus, vous avez la malveillance volontaire. La personne cherche à pénétrer, cherche à voler du matériel, à voler un ordinateur, à aller voler des documents de concurrence, à aller voler des données informatiques. C'est de la malveillance. Et vous allez plus loin, c'est la malveillance qui attaque l'entreprise pour lui faire du mal en profondeur. Ça commence avec attaquer l'image de marque de l'entreprise. Ça peut être complètement extérieur par des réseaux sociaux. Ça peut aboutir au terrorisme. Ça peut aboutir au hacking, au ransomware qui infecte une entreprise, comme c'est Washington qui a eu une infection par ransomware et ils ont dû payer pour récupérer toute leur gestion informatique. C'est de la malveillance. Et j'étais clair. Absolument. Donc ça peut être bénin apparemment, mais attention à l'employé insatisfait, mécontent et spolié, et ça peut aller très loin. Et ça, l'auditeur doit positionner le risque acceptable dans l'entreprise en accord avec la direction en préalable à l'audit. Ça doit être un référentiel d'audit. Ça doit être inclus. Ça doit être... J'ai eu un client en face de l'équipe sûreté sur un site sensible qui nous a dit il est exclu que ce site s'arrête. Exclu. Totalement exclu. Bon, j'ai fait remarquer que ça supposait d'envisager l'acte terroriste visant l'État. Oui, on le sait. On a reconfirmé et ça a été la base de l'audit. Eh bien, les résultats de l'audit ont été tous observés, toutes les relevés de problèmes ont été faits sur cette base. Ouais. Pénétration du site parfaitement facile, rentrer avec une camionnette et 5 ou 6 malveillants cachés dans la camionnette, extrêmement facile. Donc, toutes les recommandations ont découlé pour mettre l'entreprise à niveau à cette hauteur de malveillance. Parfois, c'est simplement une usine qui veut faire cesser les vols et les chapardages intentionnels, et ça va être des problématiques de surveillance du périmètre intérieur, de clôture efficace et sérieuse, de management de gardiennage, d'un minimum de vidéosurveillance intelligemment posée pour être certain de capturer les malveillants ayant réussi à pénétrer sur les points de passage obligatoires. Après, c'est de la technique métier, sûreté. Peut-être une deuxième question sur aujourd'hui, dans l'absence de normes sur la sûreté, je veux dire, sur quoi vous vous basez pour mener cet audit-là? Est-ce qu'il y a des best practices? Est-ce qu'il y a des meilleures pratiques, je veux dire, sur lesquelles vous vous appuyez? Est-ce qu'il y a je sais pas moi, il y a du bon sens, tout simplement? Est-ce que l'audit, il dépend aussi du métier en question, par secteur, que ce soit industriel, ce ne sont pas les mêmes risques que ce soit, je sais pas… Que du SPS, le par exemple. portuaire et maritime, c'est spécial. La personne qui a fait la remarque sur le code ISPS a parfaitement raison. J'ai été amené à faire de l'audit de sûreté dans de l'agroalimentaire. Derrière, il y a des règles d'audit extrêmement sévères de l'IFS. On n'était pas sous code IFS, on était simplement soucieux
de tenir compte de ce code, c'est tout. Je suis obligé de dire que depuis 15 ans, j'ai développé nos outils. Simples, efficaces. Lundi, mardi, j'étais en train de former des professionnels. Ils ont découvert ce que j'appelle la méthode des matrioshkas. Je leur ai expliqué les grandes lignes. Le lendemain, ils étaient sur un site. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a appliqué le fondement de ta méthode sur le périmètre de clôture et le périmètre d'approche, et on a trouvé la logique de mise en sûreté tout de suite. Excellent. Donc, j'ai développé quelques outils qui sont pas si faciles, qui ont l'air faciles vu de loin, mais qui ne sont pas si faciles que ça à gérer entre le risque, la catégorie du risque, le niveau de risque, l'outil qui va convenir. Quand je dis que certaines marques de caméras thermiques ont très bien vendu du matériel qui n'aurait pas dû être installé si on s'en tient au référentiel normatif États-Unis, Europe, je le dis, je sais ce que je dis. Et ces gens-là ont vendu, probablement à des prix dérisoires par rapport à la réalité du matériel, un matériel qui aura des failles et des défaillances évidentes. Tout professionnel à un certain niveau le sait. Donc, il faut une connaissance de la technique, il faut une connaissance des métiers techniques. Ce n'est pas le tout de parler de vidéosurveillance. Il y a vidéosurveillance, il y a les caméras à 200 dirhams et les caméras à 20 000. Elles ne font pas le même travail et pas de la même manière. Pas du tout. Bien sûr. Donc, ça, c'est du métier. C'est du métier qui s'est appris avec les mains sur le terrain en installation chez les clients. Il y a de la logique. Quand un client me dit il est hors de question qu'en cas de panne majeure, la vidéosurveillance soit arrêtée plus de 4 heures et que ce client a 100 caméras, un serveur, 300 à 400 000 dirhams. Il en faut un deuxième. Il est déjà à 700 ou 800 000 dirhams de serveur. De matériel. Oui, mais moi, dans ma vie professionnelle, avec un autre ingénieur, on a fait 300 km pour rebrancher la prise que la femme de ménage avait débranchée pour pouvoir brancher l'aspirateur. Ouais. Et le serveur était par terre. Ah, peut-être une question. Il y a Madame Oui. Jamina Safwan qui souhaite intervenir. Oui, Madame, vous avez le micro. Allô, allô? Oui, Jamila? Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Madame Safwan? Vous m'entendez? Très bien, Maintenant, madame. oui. Très bien. Je tiens d'abord à remercier Monsieur Mehdi et le Club des dirigeants du Maroc. C'est très intéressant et excellente présentation. Merci, madame. Moi, je voudrais parler de la méthode, d'une méthode normalisée pour faire cette analyse des risques. Simplement, moi, je voudrais je suis consultante et j'agis beaucoup dans le domaine agroalimentaire. Oui, magnifique. Et donc, il y a l'exigence de la Food Defense, par exemple. Absolument, l'IFS. IFS, BRC et ONSA. la FSS 22000 aussi. Et donc, actuellement, j'accompagne des entreprises où on fait cette démarche. Et donc, j'ai eu l'idée d'introduire justement le Covid en tant qu'intrus malveillant, mais Oui. pas avec votre méthodologie. Moi, je l'ai pas, je sais pas, j'ai juste mis comme risque. Oui. Et en faisant ça, juste pour l'anecdote, je sais pas parce qu'il y a des méthodes qui sont émises par AFNOR, par exemple. Il y a la méthode Carver aussi. Je ne sais pas, est-ce que c'est valable, à part l'appliquer dans le domaine agroalimentaire. Première question, on peut adapter ça. Deuxième chose, c'est que c'est une anecdote qui pourra faire sourire peut-être, c'est que après avoir fait
la méthode. On ne l'avait pas encore mise en œuvre, on a juste fait l'analyse. Et après, là, on m'annonce dans une usine qu'ils ont fait la fête du mouton dans l'usine, quoi. Mais le mouton était asymptomatique ou pas? Oui, non, c'est pas là la question. Il est, enfin, dans la littérature médicale et biologique et virale, on dit qu'il ne porte pas le virus, le mouton. Mais moi, c'est pas ça. Mon souci, c'est qu'il peut colporter ça sur la laine, quoi, sur Mais sa peau. on est entièrement d'accord, madame. Voilà. Si je peux commencer à vous répondre en dialoguant, et je suis content de vous avoir et de pouvoir dialoguer parce que vous êtes dans un secteur professionnel qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait pas mal de visites en agroalimentaire. Oui. J'ai trouvé en sûreté des défaillances affolantes. Ouais. Une salle des mélangeurs en agroalimentaire, je ne précise pas qui et même pas quel mélange, la porte d'évacuation peut être retournée avec un bout de carton. Qu'est-ce que c'est retourner une porte d'évacuation? La partie IFS ou équivalent était très bien gérée. Rien à dire. Ce n'est pas mon métier. Moi, je fais de la sûreté. Ouais. J'ai quand même assez de passé derrière moi pour observer que la sécurité est bien gérée et sérieusement gérée. C'était de toute évidence sérieusement et bien géré. Mais nous rentrons dans une période où la malveillance volontaire, ne serait-ce que par dépit d'un salaire perdu et confié et donné à quelqu'un d'autre, peut entraîner des pensées négatives. Une porte d'évacuation permet de sortir d'une pièce en poussant la barre anti-panique, on est d'accord. Sortie automatique. Oui. Au lieu d'avoir une ventouse qui a été libérée par un contrôle d'accès, j'ai au contraire une simple gâche, une gâche de porte courante. Je prends un bout de carton fort, je le mets à la place, je referme la porte. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, il lui suffit de pousser la porte. Il a retourné et c'est devenu une porte d'entrée. Oui. Cette porte d'entrée n'avait pas de détecteur d'état de la porte, un simple contact ouvert-fermé, n'avait pas de caméra la visualisant, l'escalier permettant d'accéder au mélangeur n'était pas sous surveillance vidéo. Je continue. Et je n'avais pas encore mis les pieds dans l'IFS. Pas du tout. Ouais. Allô? Oui. Donc, dans votre dialogue méthode, moi, et je ne suis pas le seul, puisque je vous ai montré un extrait de YouTube de quelqu'un de connu dans le milieu, il n'y a pas de norme de conception. D'accord. Moi, je n'en ai pas trouvé. Si vous me dites telle norme me semble être, on échange à l'extérieur par Internet. Moi, mon adresse Internet est sur ma fiche, sur mon profil LinkedIn. Hein. Oui, on a vos adresses. Voilà. Je serais ravi d'étudier la norme. J'ai relu tout l'IFS 2017, toute la procédure d'audit hygiène et sécurité 2017, et j'ai eu l'énorme surprise de trouver dans l'IFS pour la première fois la nécessité d'un audit de sûreté. Exactement, absolument. Il a été clairement exprimé. Oui. Il y a quand même une prise de conscience que la sûreté impacte la sécurité. Mais c'est vraiment spécial à l'industrie alimentaire, hein, pas tout secteur confondu. Il y a une méthode, effectivement. Oui. Mais que pour l'industrie alimentaire. Alors, c'est une méthode d'audit de l'alimentaire. D'accord. Là, je l'accepte pleinement. Est-ce qu'elle contient, en audit de sûreté, je dirais général, moi j'utilise d'autres méthodes qui sont la méthode des matrioshkas, la méthode Pi. Ouais, que je ne connais pas.
qui est un produit qui a été permis par la vidéosurveillance dans les années, à partir des années 2010. Ouais. Puisque la vidéosurveillance, à partir de 2010, a permis d'avoir des caméras avec intelligence embarquée dans la caméra et pas dans le serveur, avec la femme de ménage qui m'enlève la prise du serveur. Ouais. Intelligence dans la caméra, et c'est la caméra qui envoie l'email, le message, l'appel SIP, qui déclenche une sirène, la porte d'évacuation est ouverte, c'est anormal. C'est la caméra qui fait le travail. Donc c'est un temps de réaction immédiat. Et en termes d'organisation pour le chef d'entreprise, quand je lui ai dit, écoutez monsieur, vous allez tourner entre 50 et 70 caméras sur ce site, à vue de nez en première approche, en cadrage de projet, combien vous allez mettre de personnes au poste de contrôle et de sécurité? Parce que là, on est dans le show vivant. Il me dit une. Bon, ben, vous n'avez plus qu'une chose à faire. C'est prendre un système intelligent qui va faire le travail et prévenir l'agent de sécurité à poste que le travail a déjà été fait, qu'il faut simplement qu'il surveille que tout se passe bien. Mais si on confie ces alarmes à quelqu'un qui peut être allé se faire un café, la salle des mélangeurs a été sabotée. Le temps que son café passe. On est en face, en sûreté, en face de phénomènes extrêmement fugitifs. Il y a des matériels vidéo qui ne vous permettront jamais de capturer le geste fugitif dans une réunion de quelqu'un qui pique un GSM, le met dans sa poche et file. Les images que vous aurez ne vous permettront pas de déposer plainte, elles ne seront pas de qualité identification, pour des raisons techniques qu'il est trop long de discuter ici. Mais ça, je le sais, je l'ai démontré à des formations d'installateurs de vidéosurveillance. Il faut savoir ce que fait le matériel. C'est là où certains confrères disent, en sûreté, celui qui n'a pas 20 ans de métier sur le terrain, chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait une bêtise, madame. Je me suis retenu. Ça demande beaucoup d'années passées sur le terrain. Effectivement. Est-ce que vous savez, madame, qu'un composant électronique de qualité courante s'écroule s'il est monté à plus de 40 degrés de température ambiante? Pour avoir des matériels capables de tenir à 70 degrés de température ambiante, il faut acheter les composants dans la gamme militaire. La sûreté, c'est de savoir partir du risque pour aller jusqu'à la valeur technique de l'équipement. Contrairement à la sécurité, vous détectez un risque incendie parce que dans cette pièce, il y a du gasoil qui est stocké, il y a donc un risque gasoil, c'est tel type d'extincteur, c'est tel type de détecteur. Vous n'avez pas le choix, là. Vous prenez la norme, vous mettez le détecteur en face de la norme. Point terminé. En sûreté, il n'y a pas la moindre... Si, il y a le successeur de la NF 50132-7 qui est franchement précis, mais il est très difficile à lire, très très difficile. Excellent, merci beaucoup Mehdi pour la réponse. Madame Jamila, je crois qu'il a muté, qu'il a mis sous silence son micro. Il y a eu l'intervention d'Ahmed. Je ne sais pas, Ahmed. Non, excellent. Je suis là. Je ne sais pas si vous souhaitez avoir un commentaire par rapport à ce que disait Mehdi. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il a complètement raison, Monsieur Mehdi, pour ce qui est connaissance technique, parce qu'on s'est rendu compte quand même. Moi, je suis ingénieur agroalimentaire, je suis diplômée en biotechnologie. Je connais pas beaucoup ces trucs techniques, et des fois, on s'est retrouvé limité quand on n'a pas le staff technique de l'entreprise connaisseur. Et on ne savait plus quoi faire, mais l'audit, il passe une méthode, il passe un plan d'action, il rentre pas trop dans ces détails, effectivement.
Et moi, j'ai appris des choses aujourd'hui grâce à M. Mehdi. Et j'espère, je vous écrirai, monsieur. Merci beaucoup. Ça sera avec grand plaisir, madame. Merci infiniment. Je Très vous souhaite une intéressant. bonne soirée en famille, parce qu'on Merci. entend un petit peu les enfants, c'est sympathique. Absolument, merci. Au revoir. Bonne Merci, soirée, Madame madame. Jamila, pour votre intervention. Écoutez, Merci à il y a vous. peut-être, on va prendre une dernière question, ou un commentaire peut-être. Alors, il y a Ahmed qui a écrit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, Mehdi. Si, tout Alors, à fait. bonsoir. C'est difficile de parler d'un bon management de sûreté si les dangers ne sont pas maîtrisés. Il faut d'abord former les gens sur les dangers avant de les initier au risque de sûreté. Je ne sais pas si ça paraît clair. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. C'est plein de bon sens. Ce que dit Si Ahmed, c'est plein de bon sens. Absolument. Je n'ai pas voulu aborder le management de la sûreté parce que c'est vraiment un autre métier. J'ai un confrère qui a lui aussi à peu près mon âge, un petit peu moins, 3 ans de moins, c'est un petit jeune, hein, qui a 18 ans de management de la sûreté au Maroc. Et lui part de mes recommandations et décline l'organisation. Donc tout ce qui va être procédure, relation avec les autorités, relation avec la protection civile, organigramme, sécurité de l'entreprise, il va décliner tout ça, à chacun son métier. Ce n'est pas mon métier. D'accord. Les industriels ne voient pas dans la sûreté un pilier fondamental de la roue économique. Ben écoutez, moi je repars de mon histoire de poste de soudure à l'arc, la négligence grave, sans parler de malveillance inconsciente, a coûté 6 millions de dirhams à l'entreprise qui perdait 1 million de dirhams chaque mois écoulé, et on ne reconstruit pas un ensemble pareil en un mois. Donc la perte s'est chiffrée en 10 millions de dirhams et plus. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous vous faites jeter, parce que le devis d'études de 2 experts pendant 30 jours aboutissait à 400 000 dirhams. Ils ont choisi 6 millions de pertes. Qu'est-ce que je peux dire? Il est exact, et je suis le premier à le dire, que la sûreté n'est pas vraiment bien considérée au Maroc. Le Maroc est un pays tranquille, c'est vrai, c'est fichtrement vrai. Il faut avouer quand même que nous avons des services DGSN, et je ne sais plus comment s'appelle le site de lutte antiterrorisme, qui ont un talent fou pour stopper le terrorisme avant l'attentat. Quand on a vécu, même à distance, les événements du Stade de France et du Bataclan, on peut considérer que ces forces de l'ordre tiennent très bien leur sujet, très très bien. On ne peut que se féliciter, parce que courir après les malveillants, après l'attentat, à Bataclan, ça a coûté 150 morts ou de cet ordre-là. La sûreté est prise au sérieux en Europe, pas beaucoup au Maroc. Mais avec le Covid, on ne peut pas expliquer autrement que la non-maîtrise des flux personnes et matières entrantes et sortantes. La non-maîtrise est une des causes principales d'infection des entreprises et de la transformation des entreprises en clusters. Oui. Ben, je pense que c'est un excellent message de cette session de travail. Moi, je vais vous demander peut-être, parce que là, je ne vois pas beaucoup de questions, et je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vais peut-être vous demander, Mehdi, est-ce que vous pouvez partager sur l'écran vos coordonnées, s'ils sont disponibles? Voilà, comme ça. Par contre, c'est aussi, si vous permettez, et il y a des questions sur Facebook. Oui, allons-y, Sidris.
Bien sûr. C'est aussi, vous arrivez à avoir les questions sur Facebook? Il y avait Badouliage tout à l'heure. Je n'ai pas vu tout à l'heure. Il y avait trois, quatre questions, je pense, sur Facebook après. Ah bon? Non, je ne vois pas. Non, sur je rafraîchis mon écran. En attendant, si vous pouvez poser, je veux dire, transmettre les questions. En attendant, Mehdi, et en parallèle, est-ce que vous pouvez aussi mettre vos coordonnées comme ça? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Super, Je viens de le excellent. faire à l'instant. Super, Il y a une question de notre ami Jamal Ben Hashmi, c'est un fidèle de live sur Facebook. Alors, sa question, quelle est l'importance du capital humain dans la mise en place de la sécurité et sûreté au travail? Il avait encore d'autres questions. Veuillez nous expliquer les différentes étapes de conduite de l'audit sécurité et sûreté au travail. Merci. Alors, je pense qu'il avait une troisième question, c'est la même personne. Alors, je vous conseille la norme ISO 45001 comme référence à la santé et sécurité au travail. C'est la même personne aussi. Alors, ISO 45001 est une norme pour améliorer la sécurité des employés, pour réduire les risques sur le lieu de travail. Enfin, c'est créer dans des meilleures conditions de travail. Voilà, ça concerne alors, je vais Jamal Ben Hashmi. Si Jamal, si ce monsieur est à l'écoute, je le salue. Si Jamal, bonsoir plutôt à cette heure-ci. Je vais commencer par ce qui me semble être le plus facile. Ce que je crois savoir de la 45001, c'est hygiène, sécurité, organisation du travail dans l'entreprise. Je peux me tromper. J'ai noté, je regarderai. Je réponds à la méthodologie d'audit, sûreté et sécurité. Je reformule. La sécurité étant parfaitement normée. Si je fais un audit de sécurité, je prends le texte en référence et je vérifie l'installation. Je n'ai rien à inventer, je n'ai rien à créer, j'ai à observer, éventuellement mesurer, vérifier les types d'équipements, mais ce que j'ai à faire, j'ai un écrit à côté qui me met le travail à faire en référence. En sûreté, il n'y a pas d'écrit. Voilà, c'est simple. Donc, aborder un audit de sûreté, c'est partir à 360 degrés en rassemblant les outils dont on a besoin au fur et à mesure en fonction du niveau de risque. C'est du métier, c'est quelques méthodes que nous avons mis au point au fil du temps, que nous avons rassemblées dans un document que nous avons déposé, à peu près 180 diapos, qui est perfectible, qui cherche un sponsor pour être remis en forme, dans une forme plus utile. Il n'y a pas de norme de méthodologie de mise en sûreté. Nous sommes arrivés à une méthodologie, par exemple, qui ne va pas intégrer le code ISPS, parce que c'est déjà un métier dans le métier. Ça, c'est clair. Le management humain vient après les recommandations. Et l'important, c'est que les recommandations doivent tenir compte du potentiel humain de l'entreprise. Quand un chef d'entreprise me dit « au poste de contrôle, il n'y aura qu'un agent », je sais déjà que cet agent pourra gérer les événements sur lesquels il aura été alerté. S'il n'y a pas de gestion d'alerte atterrissant
au PCS atterrissant, au responsable du labo concerné et au responsable sécurité entreprise, si je n'ai pas les 3 alarmes qui partent, et en particulier dans l'agroalimentaire, ça peut aller très vite, des dégâts très graves. Donc, le capital humain doit être pris en compte au moment de l'audit et doit être géré. Et le management, généralement, quand je fais un cahier des charges, je le termine ou je le fais terminer au niveau de l'installation par un mémoire fonctionnel qui donne les directives que le responsable sécurité de l'entreprise doit adapter pour cette installation et ce client. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à Si Jamal. Parfait, merci Simedi. Si aussi vous avez accès aux autres questions, ou bien j'enchaîne à reposer les questions. J'arrive à les voir maintenant, j'arrive à les voir. Ok. Il y a pas mal il y a 3 questions en fait. Il y a celle de Khaoula. Alors, elle dit à quel niveau vous pensez que l'ISO 45001, l'IFS peuvent couvrir et maîtriser les risques liés à la malveillance au niveau industriel? Alors, au niveau de l'IFS, pardon. Excusez Mehdi, je vais peut-être lire les 3 questions. Comme ça, s'il y a une redondance, je comme ça, vous préfère pouvez une à la répondre en fois. même temps, d'accord? Je préfère une à la fois. Une à la fois, d'accord. Au niveau de l'IFS, la lecture que j'en ai faite traite clairement de la problématique sûreté. Je ne l'ai plus en mémoire, mais la problématique sûreté au niveau de l'IFS est nettement prise en compte. Pas d'une manière très, très détaillée, mais j'étais très surpris, tout surpris, de voir qu'en 2017, l'IFS avait inclus la sûreté et l'audit sûreté dans l'audit de conformité IFS. Ça, je peux répondre ça, j'en suis sûr. Vous souhaitez que je passe, pardon, à la deuxième question? Oui. Alors, deuxième question, de celle de M. Qaishi. Alors, quel est votre avis sur les mesures de sécurité qui ont été faites par l'État pendant cette crise sanitaire? La gestion de la crise dans la première étape a été franchement bonne. Ensuite, le déconfinement a compliqué très sérieusement le problème. Au niveau des entreprises, les textes qui ont été appliqués, adressés aux entreprises, ont démontré par le nombre de rechutes, 350 entreprises fermées, la démonstration est claire. 350 entreprises fermées en un peu plus de 15 jours, ça signifie que ça n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Mon raisonnement est de dire qu'il faudrait 3-4 audits dans des entreprises qui ont été ouvertes, gérées correctement en termes de sécurité et ensuite refermées pour confirmer que mon raisonnement risque-sûreté insuffisamment pris en compte est bon. Est-ce que j'ai été clair? Absolument. Il y a une question de Mme Khaoula Salmi. C'est aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui, j'attends que Mehdi termine la réponse par M. Qaishi. On va enchaîner par la question de Selma. Oui. Mais allez-y, allez-y. Là, c'est bon. Hein. Si vous avez la question, c'est bon. Bien sûr, si. Alors, de toute façon, Selma, il intervient avec nous depuis la Tunisie. Il se demande, par rapport aux pays maghrébins, sur la capacité à maîtriser les risques de malveillance dans les établissements touristiques et hospitaliers. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour les maîtriser? Alors, elle dit aussi les normes uniquement peuvent aboutir à une maîtrise efficace dans un contexte instable du point de vue politique. Non, je n'ai pas compris ça.
Alors, il y a normes. deux questions dans la question, si j'ai Ouais. bien compris. Ce que je sais des structures hospitalières que j'ai visitées, elles sont assez correctement gérées en regard d'une malveillance courante, que je situerai en occasionnel, pas trop volontaire. En termes de malveillance après Covid, je n'en sais rien. Je pense ne pas avoir autorité pour parler. J'ai mon opinion. Je crains que le nombre de pertes d'emplois qui va être cruel dans certaines tranches de population crée des comportements auxquels on n'est absolument pas habitué et absolument pas préparé. Ouais. On peut le craindre. Apparemment, quand j'en discute en cercle privé à bâton rompu avec des confrères, on est tous d'accord, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on a peur que ça arrive. Au niveau du Maghreb, globalement, le Maroc reste un pays à part parce qu'il est politiquement stable. Donc l'État reste fort. Ce n'est pas vrai pour tous les pays du Maghreb, à ma connaissance. Bien sûr. Donc là, en termes de sécurité, malveillance dans l'hôtellerie, il faudra renforcer certains postes, ça me semble évident. Je parlais des portes d'évacuation qui sont systématiquement une faille dans les entreprises. C'est un savoir-faire que j'ai acquis dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, quand on veut voler, on envoie un complice la veille, il paye en espèces avec des papiers. Il ne laisse pas de traces électroniques. Il retourne une ou deux portes d'évacuation. Il paye sa note, il s'en va. Dans la fin de journée, dans la nuit, son complice arrive, connaît les portes qui ont été retournées, qu'il lui suffit de pousser pour pénétrer et voler tranquillement. C'est un classique dans l'hôtellerie. Si ça n'est pas fait, dans un contexte malveillance qui se dégrade, on peut craindre qu'il y en ait qui trouvent l'idée. Le pire, c'est dans les rapports sûreté, il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut que transmettre en verbal. Parce qu'il ne faut pas que ça traîne dans les rapports. Merci Mehdi, merci beaucoup. Cédric, moi je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas de ton côté. Il y en a d'autres questions, oui. Il y a une question aussi de Jamal Ben Hashmi. Alors, il a dit que mener un audit de sûreté est compliqué puisqu'il faut prendre en compte l'environnement général de l'entreprise. Les risques menacent du pays, entre parenthèses, aux régions, la culture sûreté de l'entreprise et de ses dirigeants, les capacités stratégiques de l'organisation, comprendre l'activité de l'entreprise. Vous pensez quoi, Simedi? Parfaitement vrai. Mener un audit de sûreté, moi je me sens à l'aise parce que je suis un jeune homme de 20 ans qui a 52 ans d'expérience. Des entreprises visitées, la dernière fois que j'ai compté le nombre d'entreprises dans lesquelles j'ai fait au minimum un cadrage de projet,
j'en ai trouvé sur les 18 années écoulées plus de 200. Si je remonte à 30 ans en arrière, on doit arriver à 300, 350, si ce n'est plus. Donc, la culture de l'entreprise, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. La première des questions que je me pose sur un client, c'est quel est son métier. Si je connais son métier, je suis beaucoup plus à l'aise. Si je ne le connais pas, je prends le temps de me renseigner, valablement. En agroalimentaire, dans un moulin industriel, je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas le terme exact, en cadrage de projet, j'ai découvert un tas de feuilles mortes de 50 par 50, de 2500 mètres cubes de feuilles mortes, à côté du parking des camions où les chauffeurs attendent leur tour pour charger, décharger. Les chauffeurs, ça fume, ça jette leur mégot, ça peut très bien tomber dans le tas de feuilles mortes. Il y a le combustible, il y a la source de feu, il y a le comburant, l'oxygène, il est disponible. Et juste à côté, il y a un bassin de 400 mètres cubes d'huile, de déchets d'huile encore liquides à l'air libre. Il ne manque qu'un feu, l'huile prend feu, un jet d'eau là-dessus, on a inventé la friteuse géante. Ça m'a sauté immédiatement aux yeux. Le responsable de sécurité n'a pas vu le risque avec la même acuité. J'ai eu des formations incendie, j'ai fait des formations incendie. La friteuse qui prend feu, c'est grave, c'est sérieux. Si elle fait 20 mètres de côté, ça devient dramatique avec une usine à moins de 100 mètres. Une usine où chaque surface est grasse. Le scénario catastrophe, il se construit très très vite. Donc, beaucoup d'expérience, un sens technique important. Il est important d'avoir le sens technique. Je racontais à quelqu'un cet après-midi, mon premier travail dans la vie active, ça a consisté à limer un bout de ferraille pour le mettre aux côtes qu'on me demandait. Et là, j'ai appris une chose qui échappe à beaucoup de formations théoriques, c'est que quand on lime un bout de ferraille, si on a dépassé la côte, c'est fini, c'est raté. Il n'y a pas de rattrapage. Quand on fait un travail papier, si on a dépassé la côte, on jette le papier, on en reprend un autre et on recommence. On ne recommence pas une pièce foirée. Elle est morte. Ce sens tactile du métier qui s'est développé avec l'électronique, et j'ai sans arrêt mis les mains dans le matériel, je vois un câblage, je sais que je suis en face d'une catastrophe. J'ai fait des audits d'agences bancaires, j'y ai trouvé des choses inacceptables. Un switch 24 ports qui pendait, un switch 5 ports qui pendait au bout de son câble. Voilà. C'était les connecteurs RJ45 qui empêchaient le switch de tomber par terre. Et le matériel avait été officiellement réceptionné et payé. Alors, la sûreté n'est pas assez prise au sérieux. La difficulté, c'est de faire sortir le véritable motif de la bouche du chef d'entreprise. C'est généralement la difficulté. Il faut de l'expérience, il faut de la psychologie. C'est vrai, mener un audit de sûreté, c'est un travail difficile. Et on aboutit parfois à des conclusions totalement curieuses. Dans un site, il m'est arrivé de dire au maître d'ouvrage, vous craignez l'acte terroriste, s'il est bien mené, il fera des dégâts très difficiles à prévoir. Par contre, la malveillance volontaire organisée sans monter au terrorisme, la meilleure façon de la protéger, je dis, c'est de laisser les gens rentrer, qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire.
Parce qu'empêcher les gens de rentrer aurait créé un budget de travail énorme sur un site où le risque, en fait, n'était pas agression extérieure, mais beaucoup plus pénétration d'intrus. Il fallait laisser l'intrus pénétrer et le bloquer systématiquement à chaque porte d'accès, à chaque point de passage. C'était là où il fallait intervenir, parce que c'était une intrusion vol, le risque majeur. Alors qu'en stratégie de sûreté, quand le périmètre d'accès est franchi, le risque, les chances de gagner la bataille ont chuté de 50%. Stratégie des Romains, hein, du temps de Jules César. C'est vrai, un audit de sûreté, c'est difficile. Connaissance de l'entreprise, périmètre autour de l'entreprise. Moi, ma première visite, je fais le tour de l'entreprise à l'extérieur. Il y a quoi à l'environnement? Ensuite, le tour des clôtures. Ensuite, les voies de circulation des personnes, des véhicules. Ensuite, les zones à risque. Ça dépend du métier. Agroalimentaire, la salle des mélangeurs est une sacrée zone à risque. Pas besoin d'être fabricant de yaourt pour le savoir. On comprend très vite avec un tout petit peu de métier. Alors qu'en audit de sécurité, il n'y a qu'à appliquer des règlements existants. 5 ans d'expérience en sécurité, bonne connaissance des normes, on peut auditer. 5 ans d'expérience en installation de sûreté, il n'y a pas de normes, on ne sera jamais un auditeur avant de nombreuses années. Merci Simedi pour votre réponse. Je pense c'est bon, c'est ça Simedi. Je pense avoir répondu si je n'ai pas oublié quelque chose dans la question. Voilà, je termine, je pense, par une remarque de Abdelaziz El Qasraoui. Il dit que la malveillance est effectivement traitée, mais uniquement pour les référentiels spécifiques à l'agroalimentaire, entre parenthèses FSSC 22000, EFS, ISO 22001, etc. Oui. Dans le cadre de prévention de la fraude, biométrisme, ce n'est pas le cas des référentiels de sécurité au environnement, entre parenthèses ISO 45001 et ISO 14001. ISO 14001, c'est du management, pour ce que j'en sais. Je ne suis pas un spécialiste des normes, j'évolue dans un domaine sans normes. Je m'intéresse aux normes qui sont à côté. On m'a signalé 45001, je vais aller la relire. IFS, j'ai pris le soin de la lire en 2018. Je suis convaincu qu'ils prennent en compte le risque sûreté. Je ne me souviens pas d'une réserve au champ d'application de la sûreté. Parfait. Alors, il y a une dernière question de Sijamal. Je pense qu'on termine par cette dernière question. Vous avez dit que le monde ne sera pas comme avant. Entre parenthèses, de mieux normal. Est-ce que cela va changer, impacter les référentiels et normes de sécurité et sûreté au travail réalisés avant le Covid-19? Si oui, quels seront les changements spécifiquement? Et il dit, tabarakallah alayk Simedi. Voilà. Je vais commencer par une réponse avec un peu d'humour. Le vécu des contraintes de distanciation, masque et comportement consécutifs au Covid-19, je les connais depuis que j'étais un petit garçon chez ma grand-mère. Ma grand-mère a vécu la grippe espagnole
33 millions de morts au pointage moyen, 5% de la population mondiale effacée du globe. Culturellement, on a été élevé dans les précautions d'hygiène et sécurité qu'on voit revenir à la surface aujourd'hui. Je ne suis donc ni étonné ni surpris. Bon, on n'avait pas de masque chez ma grand-mère, c'est exact. Mais on se lavait les mains, on enlevait ses chaussures, on les laissait dehors, on se lavait soigneusement les mains avant d'entrer, si nécessaire, la douche. Et les vêtements sales, direction le lavage. Ben, c'est la même chose qui est à faire aujourd'hui. Le monde va changer. L'OMS dit carrément que le Covid, il faut s'y attendre jusqu'en 2021-22 sans problème. Ce qui signifie en clair que ça va durer après, mais qui n'osent pas le dire. Donc, dire aujourd'hui que plus rien ne sera comme avant, sur un plan purement Covid-19, c'est évident. Sur un plan sociétal, le choc économique sera tel que ça va avoir des conséquences. Lesquelles et comment les États vont les gérer, on n'en sait rien aujourd'hui. Les États politiquement faibles et contestés par leur population risquent d'avoir des événements relativement graves en interne. Si l'on regarde le Maroc, on est en face d'un État politiquement stable, avec des forces de maintien de l'ordre efficaces. Elles l'ont prouvé. Sauront-elles s'adapter? Certainement. Parce qu'ils sont à caractère humain. Je parlerai pour le Maroc, je m'en tiendrai là. Depuis 30 ans, je me considère marocain de cœur. Merci, cher Mehdi, d'avoir répondu présent à ce webinaire. C'est très riche. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant de clôturer. Pour être franc, je n'y avais même pas pensé. Comme d'habitude dans mon métier, on rencontre quelques gens par l'intermédiaire des questions-réponses. Les questions étaient bonnes, ce qui prouve que le message a été compris. Ça, c'est plaisant, c'est gratifiant. Le message a été compris et les questions étaient bonnes. Ça prouve que le message était correctement transmis. Ça me fait un peu plaisir à mon ego personnel. J'espère que les gens auront tiré des enseignements qui leur seront utiles dans la vie personnelle et professionnelle. Ok, merci encore une fois, Simedi. Merci à tous. Oui. Il y a eu combien d'auditeurs à peu près? Bah, je vous donne le statistique après et je vous donne tous les détails. Ok, d'accord. D'accord. Okay. Je tiens à remercier toute l'audience, tous les participants, soit sur Zoom, soit sur Facebook. Et je vous donne rendez-vous très, très prochainement, Inch'Allah, pour d'autres thématiques et peut-être même avec M. Mehdi Morgan. À très vite. Merci d'être là. Au plaisir. Bonne soirée à tous et merci de votre aide. Au revoir. Au revoir.